faire inscrire les Fesnos comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, à ce propos, le festival avait décidé, bon, il s'est réjoui évidemment, parce que nous sommes évidemment des Fesnos un peu inscrits dans notre ADN, on peut dire, depuis le début du festival. Et donc, on a voulu faire demain une journée d'hommage à cette déclaration avec pas mal de groupes très contemporains, mais à la fois qu'évidemment, on les a insisté énormément à faire de musique des danses, un grand concert, et pour célébrer cette déclaration. Et nous avons récupéré pour ça un titre que nous avons mis pendant des années pour cette nouvelle formulation du groupe de la musique de Peretona dansée dans son espace, et que nous avions donc voilà, récupéré pour cette occasion. Comme ça qui sera, comme j'ai dit tout à l'heure, demain à 20h30. Et à cette occasion, on s'est dit aussi que c'était le moment de remettre encore une petite couche d'informations sur Dastum au public, que les gens voient et quel est tout le parcours. Et c'est pour ça que les invités sont ici pour parler de Dastum, des projets, des démons et bon, de cette réussite de déclaration. Donc voilà, alors je laisse la parole à notre speaker. On va se partager. Donc, Roland Goebbels, je suis président d'Astum, et Gaëtan Crépel est notre directeur. On va se partager donc les deux micros. Je vais surtout vous parler, en fait, bon, je pense que après cette présentation, tout le monde sait à peu près ce que fait Dastum. Dastum gère actuellement environ une base de données qui comprend environ 100 000 enregistrements. Donc, une des plus grosses bases de données qui puisse exister en musique populaire, je pense, dans le monde entier. Dastum est une association qui a fêté ses 40 ans l'an dernier. L'idée de... Alors, l'inscription du Fesnons au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est l'aboutissement d'une période de 4 années. Une période de 4 années, 2008-2012. En 2008, en fait, le directeur de Dastum de l'époque, Charles Quimbert, nous avait informé d'une convention qui existe au sein de l'UNESCO qui porte justement sur ce patrimoine culturel immatériel. Je pense que peu de gens en Bretagne, en France et même en Europe avaient entendu parler de cette convention avant que nous ne nous en emparions. En fait, ça a été une surprise, moi je n'en avais pas entendu parler en tout cas, et ça a été une surprise pour tout le conseil d'administration de Dastum, en lisant les termes de cette convention, d'avoir l'impression qu'elle avait été écrite sur mesure pour nous. C'est-à-dire qu'on avait une adhésion totale à l'ensemble de son contenu. Convention qui, pour faire simple, avait été, cette notion de patrimoine culturel immatériel, elle avait été imaginée, si on veut, par l'UNESCO pour faire un pendant aux autres patrimoines matériels. Les pays du tiers-monde, d'Afrique en particulier, avaient protesté à juste titre en disant qu'eux étaient relativement pauvres en monuments, mais malgré tout très riches sur le plan culturel, de choses qui, justement, n'avaient pas de support matériel. En Bretagne, on a la chance d'avoir les deux, comme vous le savez. Donc, cette démarche de cette période 2008-2012, en fait, elle a surtout été active sur les années 2009 et 2010, où en fait Dastum a choisi, et ça a été, je pense, la force de la démarche, de ne pas faire cette démarche seule, mais de créer un groupe de travail sur le patrimoine culturel immatériel en Bretagne. Groupe auquel ont participé un bon nombre d'associations culturelles bretonnes, parmi les plus importantes, par exemple les grandes confédérations comme Canard et Warler. Donc l'idée a été, et c'est ce groupe de travail en fait, voilà, on avait ce texte devant nous, cette convention, et on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire. Et cette convention en fait propose l'inscription sur différentes listes. Et le groupe de travail a décidé de demander l'inscription du Fesnons sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Le Fesnons étant le carrefour de très nombreuses pratiques culturelles, peut-être même la quasi-totalité des pratiques culturelles qui concernent la culture bretonne. Musique, danse, et puis une pratique vivante, puisque l'inscription sur la liste représentative
doit concerner des pratiques qui soient en pleine activité. Ça n'est pas comment on va dire, ça n'est pas une démarche de défense, d'inscription en vue de protéger. C'est montrer qu'il y a quelque chose qui est vivant. À l'inverse d'ailleurs d'une autre démarche, moins médiatisée pour le moment, qui a été entreprise, qui concerne la Goerz et la complainte, pour lequel il y a un dossier qui est en cours de dépôt, d'inscription sur une liste de sauvegarde. Si je fais le parallèle entre ces deux dossiers, donc il y a aussi une liste de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ce sont pour les choses qui sont en danger ou qui... le fesnonce, toute la musique, le fesnonce c'est quelque chose de vivant. Toute la musique bretonne, la danse bretonne, la musique à danser en tout cas, est vivante grâce au fesnonce. À l'inverse, la Goerz ou la complainte, en français, c'est quelque chose qui existe toujours, mais pour lesquels les occasions de pratique sont très rares. Donc voilà, toute la différence qu'il peut y avoir entre une pratique vivante et quelque chose, ma foi, auquel on sent une menace à assez court terme. Alors, le dossier donc, porté par l'ensemble, c'est pour ça que je ne peux pas tout ramener, Lizardo fait beaucoup d'honneur à Dastum en nous accordant le bénéfice de l'inscription. C'est quand même une démarche collective. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Et ça s'est donc beaucoup de travail dans les années 2009-2010 qui sont traduits par le dépôt du dossier, début 2011, auprès du ministère de la Culture français, qui l'a lui-même déposé à l'UNESCO. Il y a il y a différentes phases d'instruction du dossier qui se sont succédées pour finalement aboutir, le 5 décembre 2012, à l'inscription sur la liste représentative du PCI, du patrimoine culturel immatériel. C'est plus simple de dire PCI. Et inscription sans coup fait rire d'ailleurs, parce que le dossier était très bien. Le dossier n'a été présenté à cette inscription ultime sans aucune réserve. Ce qui veut dire que nous avions bien travaillé. Alors, ce qui a plu dans ce dossier, enfin, plus exactement, l'inscription sur cette liste représentative, ça doit être, comme j'ai déjà dit, une pratique vivante. Et le dossier a particulièrement bien montré, je pense, l'insertion du fesnonce dans la vie de tous les jours, je dirais, en Bretagne. Le fesnonce est un événement banal désormais en Bretagne, ce qui peut peut-être expliquer un certain reflux par rapport à une phase de paroxysme qu'a été par exemple la décennie des années 90, mais justement quelque chose de banal, c'est quelque chose qui est inscrit dans le paysage, mais quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Alors le but de cette inscription, c'était un coup de projecteur, je n'aime pas employer le terme de reconnaissance. Dans les années 70, la culture bretonne avait besoin de reconnaissance. Alors, on avait un complexe d'infériorité qu'il fallait exorciser une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il est exorcisé. Mais on a besoin tout simplement de montrer qu'on existe. On est une société dans laquelle il y a de plus en plus de choses qui sont présentées. Et il est vrai, bon, vous êtes journaliste, il est vrai que le lendemain de certains fesnonces, quand on ouvre la radio ou quand on regarde la télévision, on a l'impression qu'on était sur une autre planète la veille. On a encore une vision du fesnonce par beaucoup de médias non bretons qui est déformée, en ne faisant pas la séparation entre ce qui peut être une démarche de représentation, la démarche des cercles celtiques, la démarche des Macadous d'une certaine manière, et une démarche, ma foi, de plaisir tout simplement. C'est aussi et avant tout un loisir de week-end. Donc cette reconnaissance, ce coup de projecteur, il met en valeur surtout deux caractéristiques, je pense, qui ont été appréciées par l'UNESCO, et qui sont la nature des organisateurs, une organisation qui très souvent est associative, donc avec des bénévoles. Et un deuxième point très important, ce sont la nature des gens qui sont sur scène, la nature des musiciens, un mélange de musiciens amateurs et de musiciens professionnels avec un accès très facile
au micro pour tous les amateurs. Et on peut dire qu'actuellement, tous les musiciens, la quasi-totalité des musiciens que vous pouvez connaître, professionnels en musique bretonne, ont d'abord été des musiciens amateurs en Fesnance. J'en suis une illustration, mais je pense les exceptions sont très très rares. Donc voilà, je vais ces deux caractéristiques d'ailleurs, si on veut essayer de voir quel sera l'intérêt à l'avenir de cette démarche, je pense qu'elles peuvent nous servir. On a peut-être, vous avez en tête ce qui s'était passé en 2008 lors ce qu'on appelait le conflit des pratiques en amateur, avec un projet de loi qui ne prenait pas en compte suffisamment les caractéristiques des pratiques musicales en Bretagne. Je pense que le fait de rappeler, pour ce qui est du Fesnose, ces caractéristiques, importance de l'organisation associative, importance de la pratique en amateur, c'est quelque chose qui ne pourra être que profitable lorsque viendra à nouveau, dans quel avenir je ne sais pas, le besoin de réglementer le monde du spectacle et en particulier celui des pratiques en amateur. Une conséquence par contre beaucoup plus proche, et je passais la parole à Gaëtan, c'est que dans la foulée de cette inscription, on a décidé de s'intéresser à quelque chose qui est un sous-produit du Fesnose, mais qui nous apprend beaucoup de choses sur la Bretagne contemporaine, qui est l'affiche de Fesnose.